Monsieur, bienvenue à votre magazine de prédilection kiosque, spécial kiosque consacré essentiellement à la déchéance du président de l'organe délibérant de la ville-province de Kinshasa, Godempoï. Mais la question que l'on doit se poser de toutes nos lèvres ici est celle de savoir si cette démarche consistant à destituer le président de l'organe délibérant de la ville-province de Kinshasa a-t-elle respecté le règlement d'ordre intérieur de cet organe? Quelles sont les motivations qui ont prévalu à une telle démarche? Tentative de réponse, version des faits, analyse et commentaires avec le vice-président de l'organe délibérant de la ville-province de Kinshasa, Francis Tibalabala Mukunaï, dont nous avons l'estime honneur de recevoir aujourd'hui au cours de cette émission. Bonjour Président. Bonjour Monsieur le journaliste. Président, sentez-vous déjà dans la peau du président de l'organe délibérant de la ville-province de Kinshasa en remplacement de Godempoï? Bon, je suis président AI, bien entendu, et je crois qu'il n'y a rien de spécial parce que ces fonctions, je les ai assumées plus d'une fois et je crois que déjà notre règlement intérieur a imparti le pouvoir reconnu au président, au vice-président en cas d'absence, et j'ai toujours assumé les fonctions du président. Je crois que c'est pas une première fois. Entrons dans le plein pied de notre émission. Quelles sont les motivations qui ont prévalu à une telle démarche qui consiste donc à destituer le président de l'organe délibérant de la ville-province de Kinshasa? Voilà, je crois que notre règlement intérieur a tout prévu, a prévu toute la procédure. Lorsque les députés, les règlements parlent des 5 députés, ont des griefs contre un membre du bureau. Ça peut être le président, ça peut être les vice-présidents, ça peut être les questeurs, ont des griefs contre celui-ci et ils sont en droit d'initier ce qu'on appelle la résolution des déchéances. C'est-à-dire qu'on appelle pétition communément. Oui. À l'Assemblée nationale, je crois que c'est la pétition. Chez nous, le terme n'est pas consacré pétition, c'est la résolution des déchéances. Et cette résolution doit être signée par un dixième des députés. C'est-à-dire, nous sommes à 48, donc c'est 5 députés qui doivent signer cette résolution des déchéances. Par rapport au président, il y a des collègues qui avaient estimé que celui-ci, dans ces derniers, a outrepassé son pouvoir au travers, bien entendu, les différentes correspondances adressées au gouverneur de la ville, mais aussi, il a jeté en pâture l'honneur de notre Assemblée, l'honneur de député, en criant déjà à la corruption, parce qu'il a, dans une correspondance adressée à l'attention des députés, il a dit je sais qu'on va vous corrompre, etc. Et les députés, les 5 députés ont estimé que le président a violé justement notre règlement intérieur et ils ont enclenché la machine en initiant cette résolution des déchéances. Et nous avons suivi toute la procédure pour arriver, bien entendu, à la déchéance du président de notre institution. Mais s'il faut revenir à l'affaire proprement dite, les motionnaires ont cru à quelques jours de la clôture de la session le mettre devant un fait accompli en faisant recours au service de huissier de justice, mais sans compter les dispositions de votre règlement intérieur qui confère au seul président de l'Assemblée provinciale plutôt la compétence ou la latitude de convoquer la session extraordinaire. Mais vous ne voyez pas que la manière dont vous avez procédé, cela n'a pas respecté la procédure? Non, non, je crois que si j'avais les règlements, je vous aurais lu les dispositions. Oui. Déjà, je vous ai dit, en cas d'absence du président, Oui. c'est-à-dire qu'ils sont en déplacement, qu'ils sont empêchés, etc., les vice-présidents assument les rôles du président. Oui. Donc, les présidents doivent convoquer, bien entendu, la session extraordinaire, mais le même règlement dit, lorsque le président est mis en cause, c'est les vice-présidents qui convoquent la plénière. La session extraordinaire, c'est du ressort du président, mais lorsque le président est empêché, automatiquement, c'est le vice-président qui le fait. Donc, il n'y a pas eu violation du règlement à ces sujets.
Et la procédure, comme je l'ai dit tantôt, a été scrupuleusement respectée, surtout que je suis juriste personnellement. Et si d'ailleurs ça dépendait des collègues qui avaient initié cette résolution des déchéances, on aurait convoqué la plénière et statué sur justement cette résolution des déchéances depuis les 16 ou les 17 juillet. Oui. Vous comprenez? Donc nous sommes au mois de juillet, donc le 17 juin, on aurait déjà convoqué cette plénière, mais nous étant cartésiens justement ou maniaques du respect de notre règlement et des textes de loi qui nous régissent, j'étais obligé de suivre toute la procédure parce que je vous rappelle que le président n'était pas au pays, il était à l'étranger, il fallait attendre son retour pour que les droits de la défense soient garantis, soient assurés. On ne peut pas statuer sur on ne pouvait pas statuer sur cette résolution des déchéances pendant que les concernés n'étaient pas sur place et pendant que les concernés n'étaient pas physiquement à disposition de présenter ses dires et moyens par rapport aux griefs retenus contre lui. Mais s'il faut tenir compte de tout ce que vous venez de dire là, vous voyez pas que vous êtes allé vite en besogne parce que déjà les documents du médecin attestent bien que le président doit avoir un congé intellectuel de 45 jours. S'il vous plaît, monsieur le journaliste, moi c'est moi qui ai présidé la plénière, bien entendu. Oui. Il y a aussi la plénière, au vu de notre règlement intérieur, qui lui consacre les caractères souverains. Il est certes vrai que nous avions reçu un document qui atteste que le président devait observer un repos intellectuel de 45 jours, oui. Mais il y a un comportement qui a tranché avec ce qui était contenu dans ces documents. Les collègues ont vu le président en train de prêcher dans son église. La prédication, c'est une activité hautement intellectuelle. Les collègues ont vu le président participer aux activités politiques dans notre ville. Les collègues ont vu le président aller enseigner à l'université, qui, du reste aussi, toutes ces activités sont hautement intellectuelles. Ils ont estimé que c'était un faux fouillon, c'était un alibi tout simplement pour que le président puisse échapper justement à répondre aux griefs retenus contre lui par les députés, les 5 députés dont l'honorable Mbondi Mbondi qui était le porte-voix justement de ces motionnaires. Oui. Excusez-moi les termes. Et donc voilà, et ces mêmes députés ont trouvé que le président a outragé, le président a snobé la plénière. Ils ont décidé de passer outre ce document. Ils l'ont rejeté d'abord parce qu'estimant que c'est une paperasse. Et non seulement ça, les réalités tranchent avec ce que lui a sollicité. Et d'ailleurs, à la plénière, à la première plénière de la session extraordinaire, nous avions constaté l'absence du président. Nous lui avons, les députés, donc l'Assemblée plénière avait décidé de lui impartir encore un délai supplémentaire de 48 heures pour qu'il vienne apporter ses dires aux moyens. Malheureusement, il a brillé encore par son absence et la plénière a constaté que le président a refusé de répondre à l'invitation lui lancée à 2 reprises. Et la plénière nous a demandé à ce qu'on puisse établir un PV des carences. Oui. Qui atteste réellement que le président a refusé de répondre parce que pour nous, l'idéal c'était que le président vienne répondre pour que nous puissions nous conformer à la Constitution qui consacre bien entendu le droit de la défense. Donc il est accusé, il doit présenter ses moyens de défense et voilà, malheureusement il n'était pas venu et l'Assemblée plénière a décidé de voter justement cette proposition de résolution des déchéances. Elle a été votée majoritairement oui. C'est comme ça qu'on ne va pas avoir des conséquences. Le président a été déchu de ses fonctions de président. Mais cette démarche, vous ne voyez pas que cela oppose une jurisprudence telle que l'a si bien mentionné le président, le cas de l'ancien ministre provincial de Finances. Non, je crois qu'on a suivi, le ministre avait pris la parole pour dire que déjà, ce n'est pas le même cas de figure.
Les ministres appartiennent à l'exécutif, ils n'appartiennent pas à l'Assemblée provinciale, Oui. bien qu'il soit l'émanation de l'Assemblée, parce que le gouvernement provincial est l'émanation de l'Assemblée provinciale, mais il n'appartient pas à l'Assemblée, il était à l'exécutif à l'époque, et il avait répondu à l'invitation lui lancée et à la question orale avec débat pour dire qu'il y avait une mauvaise orientation, justement, de cette question orale avec débat, initiée, je crois, par notre collègue Mike Mukebai. Oui. Et les bureaux avaient pris acte parce que des questions qui étaient contenues ne relevaient pas des attributions du ministre de Finances. Donc il y avait une mauvaise orientation, bien entendu. Et je crois qu'on avait pris acte. Donc il avait lui-même pris la parole à la plénière pour dire que non, qu'on ne me cite pas, ce n'est pas le même cas de figure. Et moi, ma situation était très claire et j'avais écrit, et votre bureau avait pris acte. Donc, il n'y avait pas une raison. Il y a même un autre ministre aussi qui avait pris la parole, un ancien ministre, Tengetelito, qui aussi avait produit des documents une attestation médicale pour solliciter les reports. Malheureusement, ces reports ne lui avaient pas été accordés. Et à cette plénière, c'est le président Godet qui l'avait présidé. Francis Tchibalabala. Ce n'est pas le même cas, nous ne nous sommes pas retrouvés dans la même situation. Nous avons donné du temps au président. Nous avons déjà la résolution des déchéances lui a été signifiée par voie d'huissier parce que les secrétariats étaient fermés. Et en solidarité avec les présidents, nos secrétariats aussi étaient fermés. Et c'est comme ça qu'ils ont recouru au huissier de justice. Et c'est depuis le 16 juin. Et pendant tous ces temps, les présidents étaient informés qu'il y avait une résolution des déchéances à son encontre. Et nous lui avons accordé tout le temps possible, surtout qu'il était à l'étranger, on ne pouvait pas statuer en son absence. Donc pour nous, la procédure a été suivie. Pour nous, nous estimons que le président a refusé carrément de venir répondre. C'est aussi son droit le plus légitime. On ne peut pas obliger quelqu'un à venir présenter ses moyens de défense lorsqu'il est mis en accusation. Donc il est libre, il peut ou ne pas venir présenter ses moyens, mais seulement il y a un PV de carence qui a été signé, nous avons constaté qu'il a délibérément refusé de venir répondre, et voilà, l'Assemblée plénière a décidé d'autorité, et voilà que sa déchéance a été actée. Honorable vice-président de l'organe délibérant de la ville-province de Kinshasa, Francis Tchibalabala, avez-vous aujourd'hui une conscience tranquille de voir votre ami, votre frère, votre ancien président, à qui vous avez partagé une même expérience, une même expertise, être destitué aujourd'hui? Bon, je crois qu'en tant qu'humain, je me suis beaucoup... ça m'a beaucoup affecté, moi, en tant qu'humain, parce que nous avons toujours entretenu de très bons rapports avec le président, et même jusqu'aujourd'hui, les rapports sont intacts. En tant que collaborateur, en tant que président de notre institution, on a passé quasiment 4 ans et demi ensemble. C'est naturel que je ressente un peu de la tristesse, ça c'est naturel, mais il faut toujours faire les distinguos entre les affaires privées et les affaires de l'État. Nous avons été élus par les députés, ce sont les mêmes députés qui peuvent nous destituer. Les règlements le prévoient, c'est aussi le droit des députés, lorsqu'ils considèrent que le membre de bureau qu'eux ont élu n'ont pas réalisé des choses qui ont atteint les seuils de l'acceptable, ou ils font preuve des accusations dont ce que le président a fait preuve, je crois qu'ils sont en droit aussi de nous destituer. Donc cela ne relève pas de nous. Moi, en tant que vice-président, j'ai convoqué la plénière, nous avons suivi la procédure. Ce sont des députés qui se sont prononcés par rapport à cela. Oui. Donc c'est comme un juge qui est en train de trancher, même si son frère, sa sœur se retrouvent du mauvais côté, bien entendu. Je crois qu'en tant qu'homme d'État, en tant que juge, il doit être au milieu du village, il doit se revêtir de cet état d'esprit d'homme public, des juges, pour trancher, bien entendu. Donc, moi, je n'ai fait que me conformer à notre règlement intérieur, et j'étais les seuls canaux par lesquels cette plénière devait être convoquée. J'étais les seuls canaux qui devaient, bien entendu, organiser les choses, présider justement aux différentes plénières qui s'étaient suivies.
Et je crois que je n'ai fait que mon travail, je n'avais pas de choix. Si ça dépendait que de moi, je ne vois pas pourquoi on devait les destituer, si ça dépendait que de moi. Très bien. Mais aujourd'hui que le bureau est destitué, en fait, le président plutôt est destitué, quelle est la suite réservée au bureau? Il faut carrément une remise en question ou comment? Bon, je crois que ça, il revient aux députés, bien entendu. C'est eux qui nous ont élus, ce sont nos électeurs, c'est eux qui nous jugent. Ils ont le baromètre, bien entendu, pour voir quel est le membre du bureau qui a bien travaillé, quel est le membre du bureau qui s'est compromis, quel est le membre du bureau qui n'a pas rencontré nos attentes en tant qu'électeurs, parce qu'ils les sont, bien entendu. Je crois que c'est à eux de décider. S'ils trouvent que parmi le membre du bureau, parmi nous, il y a des gens qui doivent partir, c'est leur droit le plus légitime, et nous aussi qui serions mis en accusation, nous allons aussi présenter nos moyens de défense par rapport à cela. Je crois que c'est démocratique, c'est une pratique démocratique consacrée par les lois de la République. Je crois que c'est conformer à cela, c'est aussi être un bon citoyen, être un responsable politique. Mais face à une telle situation, vous ne voyez pas que quelque part aussi le président Godin Poyi n'avait pas cette élégance politique de démissionner, conformément ou notamment à celui de l'Assemblée provinciale du Congo central, où on a vu, aux grandes dames, le président de la dite organe déposer officiellement sa démission. Pourquoi ne pas pousser le président à un tel acte au lieu de procéder carrément à sa déchéance? Bon, je crois que... C'est d'ailleurs un cas d'école. Vous savez, en démocratie, il faut respecter le point de vue des autres. Il faut respecter les opinions des autres. Il ne faut pas considérer que ce que vous pensez, c'est ça la parole de l'Évangile. Et qu'il n'y a pas de remise en question par rapport à votre manière de voir les choses. Non, c'est pas ça la démocratie. En démocratie, quelqu'un peut démissionner, comme il ne peut pas démissionner. C'est son droit le plus subjectif. Moi, je ne peux pas rentrer dedans, je peux pas opiner sur la position du président. Il sait pourquoi il n'a pas démissionné, il sait pourquoi il n'est pas venu répondre à l'invitation de l'Assemblée plénière pour présenter ses dires moyens. Et je crois que je respecte son opinion et je suis un démocrate. Pour moi, il sait, lui-même, il en connaît les raisons et nous respectons son opinion par rapport à ça. Mais selon une certaine opinion, lorsque des élus provinciaux ont procédé à la destitution de leur président, ils ont privilégié leurs propres intérêts au détriment de l'intérêt général de la population quinoise. Qu'en dites-vous? Ils ont privilégié leurs propres intérêts. Oui, parce que la mission, c'est conformément à l'article 100, 101 et 197 de la Constitution, la mission première de l'organe délibérant de la ville de Kinshasa, c'est de contrôler l'exécutif, mais aussi légiférer les édits. Mais face à la mégestion de la ville... Je vous réponds tout de suite, je crois que ne faisons pas de l'amalgame. Oui. Le règlement prévoit l'élection de membres du bureau, les élections de membres du bureau. Les mêmes règlements intérieurs prévoient aussi la destitution de membres du bureau. Il y a des procédures qui y sont contenues. En dehors des attributions ou en dehors du travail d'un parlementaire, il y a ça aussi. Il n'y a pas que... Je crois que notre assemblée, notre législature est plus meilleure que la législature passée en termes de la production législative. Nous avons produit beaucoup d'édits dans notre assemblée là, 5 ans, alors que la première législature avait fait 12 ans quasiment, et on a produit plus d'édits que la première législature. Et en termes de contrôle parlementaire, je crois qu'il y a eu plusieurs commissions d'enquête parlementaire qui ont travaillé sur le terrain, qui ont fait leur travail. Il y a des rapports qui sont chez nous à l'Assemblée. Il y a même, il vous souviendra qu'il y a un ancien DG de la DGRK qui a été viré justement après que la commission d'enquête soit passée. Il y a 2 ministres, bien entendu, et je crois que le travail des parlementaires est très bien fait, est très très bien fait. Et en dehors de ça, ils sont aussi en droit de démettre ou de destituer un membre du bureau qui n'a pas
rencontrer les attentes des parlementaires. Parce que nous sommes, c'est vrai, il est certes vrai que nous sommes élus, nous gardons nos attributions en tant qu'élus, mais nous avons aussi la mission de travailler pour l'intérêt des députés qui nous ont élus. Oui. Vous comprenez? Et si ces députés, par rapport à moi, je suis vice-président, chargé des groupes parlementaires, etc., chargé du social, et que les députés, après m'avoir évalué, estiment que mes réalisations n'ont pas atteint les seuils de l'acceptable, ils sont en droit de me destituer. Donc ça n'a rien à voir avec les travails traditionnels ou ordinaires d'un parlementaire, qui du reste est très bien fait par tous les collègues députés provinciaux. Nous avons pratiquement plus de la moitié de collègues qui ont initié des édits, vous comprenez, qui ont été votés. Il y a plusieurs collègues qui ont apporté des contributions substantielles dans les travaux qui s'effectuent au sein de notre Assemblée provinciale. Et je crois que la mention, elle est très, très, très spéciale. Et c'est à la fin que nous allons, bien entendu, chacun en ce qui les concerne, présenter son bilan de son passage à l'Assemblée. Mais l'opinion parle également de la quinoiserie au sein de l'organe délibérant de la ville-province de Kinshasa, d'autant plus que la ville est mal gérée par le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, mais malheureusement, il n'y a eu aucune interpellation allant dans le sens de les destituer aussi. Voilà, je crois que il ne revient pas au bureau d'interpeller le gouverneur à l'Assemblée. Il revient à tout député qui trouve que le gouverneur est en train de très mal gérer, d'actionner justement ce que prévoit notre règlement intérieur pour que le gouverneur vienne répondre. Et depuis que nous sommes là, il n'y a aucune initiative dans ce sens. Parler de la mégestion, etc., bon, moi je ne suis pas de cet avis-là, personnellement. Oui. Parce que s'il faut faire le parallèle avec le gouvernement passé, le gouvernement de la première législature, gouvernement passé, je crois que vous conviendrez avec moi que la ville aujourd'hui est plus meilleure que la ville il y a 5 ans passés, avant que nous n'accédions justement au pouvoir. Je parle de la salubrité, par exemple. Oui. Tous savons qu'il y avait des montagnes d'immondices partout dans cette ville. Et je me rappelle même lors de la campagne électorale, il y avait des photos du président sortant qui étaient entreposées là, et ça fait les tours des réseaux sociaux. Dans tout le coin des rues, il y avait des montants d'immondices. Tout le monde sait que le gouvernement passé, je parle du gouvernement Kimbuta, en termes de construction de routes, des kilomètres de routes, vous conviendrez avec moi que l'exécutif actuel a construit plus de kilomètres que le gouvernement passé. Tout le monde sait que les boulevards, les grandes artères étaient dans le noir, et aujourd'hui, il y a l'électricité. Donc il y a des choses qui sont faites. Il est certes vrai que les fossés dans lesquels nous nous trouvons, il est tellement immense, et que ce n'est pas en un seul mandat qu'on peut changer radicalement la situation, quitter du noir à la lumière. Il y a toujours un processus, même que ce soit l'Europe, que ce soit la France, ce n'est pas en 10 ans, en 20 ans, en 50 ans que ces États ou ces continents ont été reconstruits. Donc c'est un processus, ça prend du temps, c'est un travail de longue haleine, et déjà, le plus important, c'est de poser les actes. Et d'ailleurs, j'ai oublié de parler du marché central. Oui. Il y a plus de 40 ans, c'est marché dans cet état-là. Mais aujourd'hui, vous voyez les travaux qui sont en train d'être effectués là-bas. Et ça, c'est pour l'intérêt des Quinois. On n'a jamais connu ça avant. Nous avons connu un gouvernement provincial qui a fait 12 ans. Donc ici, je ne parle pas du bilan de l'exécutif. Ce n'est pas mon travail. Vous comprenez? Trouver un ministre, trouver le gouverneur pour qu'il établisse son bilan. Mais puisque vous me posez cette question-là, je suis en droit, par respect que j'ai pour les Quinois, par respect que j'ai pour mes compatriotes, je dois apporter les éléments des réponses. Mais si vous avez besoin d'une émission un peu plus élaborée pour retracer les bilans du gouverneur, je crois que vous savez à quel point... Mais ici, il convient de faire savoir que la consolidation de la démocratie, la pérennité de la confiance du peuple en elle dépendront de la manière dont les élites provinciaux s'acquitteront de leur devoir, qui consiste donc à contrôler efficacement l'exécutif. C'est ce que je vous ai dit, il y a des contrôles. Là, au moment où nous parlons, il y a l'ECOFIN qui est sur le terrain, en train de contrôler les régies, les services publics de la ville, le ministre, etc. Et il y a des ordres d'émission, je crois qu'il y a 18 ordres d'émission qui ont été signés par les présidents Godet. Donc là, nous sommes en train de faire notre travail. Dans le travail, il est fait. Donc,
si vous avez besoin que nous puissions archiver tout ce qui a été fait, je crois que nous allons vous le produire pour que vous en soyez rassurés. Mais seulement, tous les députés provinciaux qui sont à l'Assemblée sont en train de s'acquitter de leurs devoirs en tant que députés et de leur mission aussi. Ils l'effectuent très bien. Et je crois que l'opinion n'est pas aussi dupe pour juger justement de l'apport justement de notre législature comparativement à la législature passée. Mais pas toujours convaincu, Président, parce que on peut amener une réflexion sur cette question, d'autant plus que au centre du problème du développement, on trouve d'abord l'homme des sciences et des conceptions et des réflexions, voire même l'homme politique, voire même les citoyens honnêtes qui ayant une mentalité tournée vers le développement grâce à une certaine vertu. Mais vous ne voyez pas que face à la gestion de la ville, l'un et l'autre manquent encore dans la ville, et le premier doit encore se former et puis se discipliner, notamment avec la pression de vous, élus provinciaux. Mais justement, s'il n'y avait pas cette pression-là, il n'y aurait pas construction du marché moderne, du grand marché moderne. Je vous ai rappelé ici, depuis que ce marché a été créé, il n'a jamais été rénové. Tous connaissons dans l'état d'insalubrité dans lequel ces marchés s'est trouvé, tous savons que ces marchés ne répondaient plus aux standards internationaux. Vous conviendrez que c'est grâce au travail des députés provinciaux que nous sommes. Les routes qui sont construites aujourd'hui, oui, c'est grâce au travail des députés provinciaux que nous sommes. Nous avons adubé, bien entendu, le programme d'action du gouvernement provincial. Nous avons scié les comptes à l'exécutif pour que ces derniers puissent, bien entendu, répondre aux desiderata de nos compatriotes, donc des Quinoises et Quinois. On a électrifié, il y a même la salubrité de la ville. Nous avons constaté qu'il y a une amélioration substantielle par rapport à l'exécutif passé. Donc il y a des choses qui évoluent, il y a des choses positives qu'il faudra saluer, mais s'il faut considérer que rien n'a été fait, je crois que ça relève aussi de la malhonnêteté. Mais apparemment, c'est comme si l'organe délibérant de la ville province de Kinshasa est dans sa léthargie. D'autant plus qu'il y a aujourd'hui la question sécuritaire dans la ville, avec cette problématique des kidnappeurs. Vous ne voyez pas que vous êtes en session extraordinaire, vous ne voyez pas qu'il a fallu au moins interpeller le ministre provincial, au lieu de laisser ces dossiers au niveau du gouvernement central. Déjà nous avons clôturé cette session extraordinaire qui n'avait qu'un seul point. Seulement la destitution du président. Seul point, et d'ailleurs c'est notre règlement aussi. Le règlement nous dit qu'avant de convoquer la session, l'objet doit être précis, l'ordre du jour doit être précis, et l'ordre du jour était précis, et le même règlement dit, après avoir épuisé l'ordre du jour, la session extraordinaire doit être clôturée. C'est ce que nous avions fait. Et je crois que les problèmes de la sécurité, ça nous concerne nous tous. Oui. Que ce soit le gouvernement provincial, que ce soit le gouvernement central. Et le gouvernement provincial a déployé des gros moyens pour arriver à bout, justement, surtout je parle plus des phénomènes Kuluna, et je parle des Mobondo. Vous avez vu plusieurs fois les ministres provinciaux de l'Intérieur. À l'époque, c'était Tengetelito qui a été interpellé à notre Assemblée pour expliquer cette situation-là et quelles sont les dispositions que lui, en tant que patron de l'Intérieur provincial, a prises pour endiguer cette insécurité dans la ville. Et en dehors de ça, il y a aussi les efforts déployés par le gouvernement central. Nous avons tous suivi lors de la dernière sortie médiatique du VPM de l'Intérieur national. Il a dit qu'il y aura des patrouilles mixtes entre la police et notre armée. Je crois que c'est la solution. D'ailleurs, moi personnellement, c'est les schémas, c'est les tableaux que j'avais peints par rapport à cette situation que nous sommes en train de connaître dans la ville de Kinshasa et dans d'autres provinces, bien entendu. Et donc la ville déploie des gros moyens pour arriver à bout de ces phénomènes-là, Kuluna, etc. Et je crois que les solutions sont en train de tomber déjà. Et nous avons constaté qu'il y a quand même, dans certaines communes où ces banditismes urbains étaient en vogue, nous avons constaté qu'il y a quand même de la calmie, il y a quand même des gens circulent maintenant. Je parle de chez moi à Massina par exemple, excepté quartier 3,
Là, c'est vraiment les bastions de l'insécurité depuis un certain moment. Bon, Mapé là aussi, plus ou moins. Et des mesures qui sont prises, si elles sont mises à exécution, je crois que ça va répondre justement à ces fléaux qui gangrènent notre société et qui met tous nos compatriotes en difficulté de s'émouvoir, en difficulté d'évacuer librement à leurs occupations. Francis Tibalabala, une question de curiosité, parce que l'opinion veut le savoir. Nous voulons que vous puissiez également éclairer la lanterne de l'opinion face à cette question. Il y a une certaine opinion où selon certaines indiscrétions, chaque organisation de la plénière au niveau de l'organe délibérant de la ville-province de Kinshasa coûterait 10 000 $ au trésor de la ville. Est-ce que vous partagez réellement cette information? Non, écoutez, je crois que pour organiser une plénière, ça demande de moyens. Les transports des députés, la presse qui s'invite, vous venez couvrir nos plénières, vous ne le faites pas gratuitement. La logistique, parce qu'il y a des documents, parfois des documents volumineux qu'il faut remettre à chacun des députés, remettre au bureau d'études, aux experts, etc. C'est-à-dire, ça engendre de gros moyens. Organiser une plénière, on ne peut pas s'élever comme ça et le faire gratuitement avec quel moyen. Mais vous êtes parmi le mieux payé de la République. Non, pourquoi ne pas laisser seulement la dépense aux journalistes et peut-être aux membres du bureau au lieu des députés? Les députés provinciaux sont sous-payés, ils ne sont pas mieux payés. Comment ça? Peut-être vous ne savez pas. Allez fouiller l'information. Non, informez, vous êtes là, vous êtes le président, vous assumez l'intérim du président. Déjà nous enregistrons des arriérés de plusieurs mois. Non seulement ça, ce qui nous arrive, c'est dérisoire par rapport à ce que gagnent les députés nationaux. Alors qu'en réalité, ce sont des députés provinciaux qui conservent la proximité avec la population. Généralement, parce que notre siège, là où nous travaillons, c'est dans des provinces où nous sommes élus. Vous comprenez? Nous sommes là, nous sommes avec la population, et généralement, quand ça ne marche pas même dans nos municipalités, on parle que des députés provinciaux. Pourquoi on critique les députés provinciaux? Pourquoi? Parce qu'ils ont cette proximité-là avec la population. Et vous savez, la situation de notre population, une situation miséreuse, c'est tout le jour. Moi, en sortant de chez moi pour venir ici, il y avait beaucoup de gens devant ma parcelle. Et que ces gens-là, quand ils viennent avec des problèmes sociaux, etc., qu'il faudra résoudre. Mais déjà, si vous êtes mis en difficulté par rapport à vos émoluments, vous aurez du mal à gérer cette population-là. C'est vrai que ce n'est pas notre travail, mais puisque la population nous contraint à faire ça, nous n'avons pas de choix. Vous comprenez? Donc déjà, même la Constitution prévoit qu'un élu doit être très bien payé, c'est-à-dire que nous, les députés provinciaux, je crois que grâce d'ailleurs au président, qu'on a épongé plusieurs arriérés qu'on avait, bien qu'accumulés encore après un moment, mais je crois que nous ne sommes pas très bien payés comme les gens le pensent. Mais vous avez dit que vous êtes en contact avec le président déchu, qui est Godin Poyi. Mais si aujourd'hui, ils se sont lésés concernant la démarche qui a plutôt abouti à sa déchéance, si aujourd'hui il estime d'aller saisir la justice, vous allez l'interdire à le faire? Non, mais c'est son droit le plus subjectif. Lorsque toute personne lésée par une décision, un acte administratif ou une décision de justice, la loi a déjà prévu des mécanismes pour ses pouvoirs en appel, des mécanismes pour exercer son droit de recours. Vous comprenez? Donc c'est son droit le plus légitime. Je ne peux pas le lui en empêcher. Non, c'est son droit. Il a le droit d'aller en justice s'il trouve que la procédure a été viciée, s'il trouve que sa destitution est irrégulière. Je crois que c'est son droit le plus légitime et il reviendra à la justice de nous départager, c'est-à-dire le président et l'Assemblée qui a pris la décision de sa destitution. Donc c'est vraiment son droit et je crois que dans un état de droit, c'est aussi le respect comme je l'ai dit ici, des points de vue des autres, des avis des autres. Nous devons respecter cela et je crois que ça va nous éviter beaucoup de choses que nous vivons actuellement où il y a de l'intolérance, il y a des acteurs politiques qui sont du pouvoir comme de l'opposition, qui pensent que
c'est eux qui détiennent les monopoles de la vérité, ceux qui disent c'est ça, il faut dire oui et amen, alors que toute personne a les loisirs aussi de réfléchir, de mettre son avis, son opinion par rapport à une situation donnée. Donc, bref, moi je ne l'encourage pas parce que je ne suis pas son conseil, mais s'il opte pour cela, et je crois qu'il n'aura qu'exercer son droit constitutionnel, son droit en tant que citoyen qui s'est senti lésé par rapport à une mesure, par rapport à une décision qui a été prise en son encontre. Et après la destitution du président Akodem Poyi, comment voyez-vous l'avenir de l'Assemblée provinciale de Kinshasa? Bon, je crois que nous sommes encore en train de... Notre mandat est en train de courir. Oui. Et les travaux se tiennent comme à l'accoutumée, comme de tradition. Et je crois que le président, quoi qu'il ait destitué, et il reste député à part entière, Oui. c'est un monsieur intelligent. Nous savons que notre Assemblée aura besoin de ses contributions par rapport aux travaux qui s'effectuent au sein de notre Assemblée. Et ces contributions, nous serons toujours les bienvenus si il acquiesce bien entendu la décision de l'Assemblée plénière. Donc rien ne va changer, bien entendu, parce que cette Assemblée est constituée de personnes aussi intelligentes, des personnes qui ont de l'expérience, c'est des personnes qui sont dévouées à la cause des Quinoises et Quinois. Et je crois que nous allons continuer à travailler pour l'intérêt de nos électeurs, de cette population quinoise qui nous a envoyés à l'Assemblée. Mais nous voulons achever ces premiers volets sur la déchéance du président de l'organe délibérant de la ville provinciale de Kinshasa. Avez-vous un mot de la fin pour clôturer ces chapitres? Voilà, le mot de la fin, je ne sais pas. Bon, nous sommes pendant les vacances parlementaires parce que la session extraordinaire a été déjà clôturée. Et je ne peux que demander, je l'ai fait par mon discours de clôture de la session de mars, je ne peux que demander aux députés qui sont en vacances de descendre dans leur base, de s'enquérir des situations de leurs électeurs pour nous les amener, bien entendu, lors de la rentrée de septembre. Et à notre niveau, par les billets de leur rapport des vacances parlementaires, nous continuerons à faire pression à l'exécutif pour rencontrer justement les attentes des Quinoises et Quinois. Et je crois que j'ai su en disant bonnes vacances à tous nos collègues députés provinciaux de la ville de Kinshasa. Très bien. Un autre sujet qui défraie la chronique en ce moment, il s'agit donc du dossier Bukanga Lonzo sur l'affaire Matata qui est entendue aujourd'hui auprès du procureur général près la Cour constitutionnelle. Comment voyez-vous ces dossiers? Bon, vous savez, les hommes politiques doivent intérioriser les devoirs de redevabilité. Oui. Lorsque nous gérons la chose publique, ne confondons pas cela à nos boutiques, à nos affaires privées. Là, vous n'avez des comptes à rendre à personne. Mais quand vous gérez, la chose publique, ça veut dire quoi? Oui. C'est les biens communs. Ces pays nous appartiennent à nous tous. L'Assemblée provinciale appartient à tous les Quinois. Lorsque vous gérez ces institutions-là, vous devez répondre de vos actes. Il ne faut pas considérer que vous êtes le plus fort et que vous êtes au-dessus de la loi, non. Et répondre des actes, ça veut dire quoi? Si vous avez eu à poser des actes qui violent la loi, des actes répréhensibles, je crois que la justice est là pour vous redresser, pour vous corriger. Oui. Vous comprenez? Matata a été Premier ministre, il a géré. Tous savons Bukanga Lonzo a accouché d'une université au Maniema, je crois. Oui. Et alors que l'argent qui a été décaissé avait pour destination Bukanga Lonzo. Malheureusement, cet argent a pris une autre direction et il revient bien entendu à l'ancien Premier ministre de présenter ses dires et moyens par rapport à ces accusations-là. Il doit justifier la destination qu'avait pris l'argent. Il doit dire à la justice pourquoi Bukanga Lonzo a accouché d'une souris. Ce n'est pas quand on vous interpelle, vous considérez qu'il s'agit de l'acharnement parce que je suis dans l'opposition. Non, l'opposition, ce n'est pas une carte blanche qu'on remet à tout compatriote qui hier avait très mal géré,
Et quand vous basculez dans l'opposition, ça veut dire que vous êtes blanchi, ça veut dire que tous les actes posés par vous, qui sont condamnables, sont effacés. Non, ce n'est pas ça l'opposition. Voilà pourquoi je dis les acteurs politiques, les gestionnaires, doivent intégrer cela, ces devoirs de redevabilité vis-à-vis de nos compatriotes, mais aussi vis-à-vis de la justice, lorsque vous avez violé les dispositions de la loi, lorsque vous êtes compromis pendant votre gestion. Mais vous êtes juriste. Vous ne voyez pas qu'on assiste aujourd'hui à une floraison des convocations du sénateur Matata, alors que la Cour constitutionnelle s'est prononcée déjà contestée plutôt, et que les décisions de la Cour constitutionnelle sont susceptibles d'aucun recours. Vous ne voyez pas qu'il faut surseoir ces dossiers? Monsieur le journaliste, les procureurs près la Cour de cassation, près la Cour constitutionnelle, je crois c'est lui, oui, qui a invité le Premier ministre, l'ancien Premier ministre, c'est un juriste, c'est un chevronné, il a passé toute sa vie à la magistrature, il connaît le loi, il connaît la procédure. En invitant Matata, il s'est appuyé sur les textes de loi qui existent. Et je crois qu'un arrêt de la Cour ne peut pas violer la loi. Non. L'arrêt de la Cour, ça fait partie de la jurisprudence. Dans la hiérarchisation de la norme, la loi vient avant la jurisprudence. Donc si cette jurisprudence-là, cet arrêt de la Cour, a été pris en violation de la Constitution, en violation de loi de la République, je crois qu'il ne faut pas faire l'évoquer ici. Donc les procureurs, c'est pourquoi il est invité. Pour les procureurs, il doit répondre des actes qu'il a posés quand il était Premier ministre, et c'est sur pied de textes de loi, des dispositions légales, et je crois que suivons tous la procédure telle qu'elle est menée, et chacun va tirer une leçon par rapport à ce qui s'est passé. Mais vous ne voyez pas que cette question de Matata remet sur la sellette la question sur la problématique de l'image de la justice? Parce que moi, personnellement, je crois que la justice est une véritable fondement de la démocratie au regard de son rôle de garant des libertés et des droits fondamentaux. Mais vous, en tant que juriste, l'image que vous avez de la justice au regard de sa mission. Bon, je crois que le chef de l'État a déjà posé les diagnostics. Tous avons suivi le président de la République qui s'est plaint du rendement de notre justice. Et moi, en tant qu'avocat aussi, je ne peux pas contredire le président. Tous nous déplorons ce qui se passe dans ces secteurs. Et j'ai suivi dernièrement le procureur général près la Cour de cassation qui a pris en considération les observations du président. Oui. Et il a décidé maintenant de frapper fort. Et il a frappé du poing sur la table. Je crois que il y aura quand même une certaine amélioration dans ces secteurs. Et c'est d'ailleurs le vœu de tous les Congolais, et même de moi qui suis là. Et voilà que, comme on dit toujours, la justice élève une nation. Et cette justice doit être propre, doit être saine, une très bonne justice. Et je crois que cela va faire en sorte que notre pays puisse aller de l'avant. Pas une justice qui est là pour régler des comptes, pas une justice qui pense du côté des forts, qui pense du côté de ceux qui ont beaucoup de moyens, mais une justice qui doit être au milieu du village, une justice qui doit avoir pour indicateur que le loi de la République. Mais Matata qui a toujours clamé son innocence, l'occasion est donc donnée Mais pour... justement, il ne suffit pas de clamer. Vous savez, lorsque vous êtes mis en accusation, oui, lorsqu'il y a des griefs contre vous, et surtout quand il s'agit de la justice, il n'y a que la justice qui peut vous blanchir. Du moment qu'il n'y ait pas une décision de justice qui vous blanchit, ne dites pas que vous êtes sain, ne dites pas que vous êtes propre. Donc, présentez vos moyens de défense. Il reviendra à nos juges expérimentés de dire si vous êtes accusé injustement ou les faits mis à votre cause sont bel et bien, dont vous devez bel et bien en répondre. Donc, il revient à la justice des blanchir ou de condamner et d'écrouer les personnes qui sont mises en accusation. Lui-même estime que c'est un procès plus que politique et judiciaire. Non, voilà, ça c'est un faux fouillon. C'est très beau pour être vrai comme argument. Et ça, c'est ce que j'ai dit d'entrée des jeux ici, quand vous avez abordé la question relative à la convocation de M. Matata. Donc c'est comme ça dans l'opposition. Quand vous êtes du côté de l'opposition,
et que vous avez mal géré. Donc ça veut dire que vous ne pouvez pas répondre des actes précédemment commis par vous, des actes qui violent la loi, des actes répréhensibles. Je crois que ce n'est pas, c'est une mauvaise manière de voir les choses. L'opposition n'est pas une blanchisserie, l'opposition n'est pas une carte blanche qu'on donne à tout compatriote de se méconduire, de poser des actes quand bon lui semble, sans en répondre devant la justice si ces derniers, je parle des actes, violent les dispositions légales ou réglementaires. Donc, à mon sens, il doit répondre, c'est un citoyen, c'est un ancien Premier ministre. Je crois qu'il maîtrise bien les éléments des réponses qu'il va donner à la justice. Et je crois qu'il reviendra à la justice de les dédouaner si réellement il n'y est pour rien. Francis Djiba Balabala, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission spéciale kiosque consacrée essentiellement sur la déchéance du président de l'organe délibérant de la ville-province de Kinshasa. Votre mot pour clôturer. Voilà, je crois que je demanderai aux Quinoises et Quinois de continuer à faire confiance aux députés provinciaux que nous sommes, à notre assemblée provinciale. Et je crois qu'en termes de bilan, si vous allez même dans vos communes, dans des circonscriptions électorales, vous constaterez que les députés provinciaux sont plus présents que les députés nationaux. Et même par rapport à... Et pourquoi c'est parallélisme? Par rapport au plaidoyer. Pourquoi c'est parallélisme? Par rapport au plaidoyer, je crois que nous les faisons très bien. Oui. Nous plaidons tous les causes de nos électeurs. Et même si l'exécutif ne suit pas, nous devons aussi relever un fait qu'il y a aussi beaucoup d'autres priorités. Il n'y a pas que les problèmes que vous connaissez dans vos circonscriptions électorales. Il y a aussi d'autres priorités. Il y a aussi le moyen qui ne suit forcément pas. Surtout que nous avons connu aussi des situations très difficiles dans la ville avec la Covid. Oui. On a perdu pratiquement des gens. Déjà, les recettes ne répondaient plus. Et tout ça, ça nous a mis en difficulté. Mais les bilans de l'exécutif est plus ou moins acceptable comparativement à l'exécutif passé. Et donc, les Quinois continuent à nous faire confiance. Nous constituons toujours cette alliance qu'on a nouée lors des élections, et je crois que nous allons pérenniser cela jusqu'à la fin de notre mandat. Et à mes électeurs, je leur demande de continuer à me faire confiance, et leurs desiderata sont portés à l'Assemblée, et je crois qu'avant la fin de notre mandat, il y aura d'autres réalisations en dehors de ce que nous avons réalisé comme acteurs politiques dans notre circonscription. Il y aura d'autres réalisations de la ville, bien entendu, dans nos circonscriptions, pour que, un temps soit peu, nous puissions alléger la situation de nos compatriotes. Donc déjà, ce qui est fait n'est pas minimisable. Quand vous prenez par exemple la route Sekomaf, long des 15 km, c'est quelque chose de très important pour la population de la Tchangou. Donc il y a des choses qu'on doit saluer, bien entendu. Oui. Il y a aussi des critiques qui doivent nous tomber dessus parce que nous n'avons pas satisfait globalement aux desiderata de nos électeurs. Ce qui relève d'ailleurs de l'utopie, parce qu'on ne peut pas résoudre la situation de manière globale en un seul mandat. C'est un processus. Il y a déjà des pas qui ont été posés. Je crois que si nous continuons dans ces dynamiques, la situation sera bonifiée pour nos électeurs. Très bien. Ça n'est fini avec votre magazine de prédilection kiosque réalisé par Doudou Montiri, l'homme de Mongafula. À la prochaine.